Donc, la première partie, on va accueillir nos trois nouveaux orateurs qui sont Séverine Longlaton, la cadre de santé du CESU 73 et de l'hôpital d'Opsim, l'hôpital de simulation de la Savoie, Blaise Debien, le médecin responsable du CESU 34, et Isabelle Boraccia, l'infirmière cadre de santé responsable du CESU 67, qui vont tous les trois poursuivre avec nous ce webinaire avec une partie qui va nous parler de l'implication des CESU et de cette épidémie. Céline, je te laisse la parole pour introduire la première conférence. Donc, la première conférence qui va être présentée donc, par Séverine et Blaise, qui est les résultats de l'enquête à laquelle beaucoup de CESU ont participé. Et on les en remercie d'ailleurs. L'enquête que l'on a menée à l'issue de la première vague pour évaluer l'impact de cette vague sur l'activité des CESU et évaluer l'implication des CESU sur cette première vague. Donc on laisse la parole à Séverine et Blaise. Donc bonjour à tous. Donc nous allons vous faire cette présentation donc à deux voix avec Blaise sur les résultats de l'enquête activité des CESU lors de la première vague. Donc je me présente, Séverine Longlaton, je suis cadre de santé donc au CESU 73 et Opsim, au centre hospitalier Métropole Savoie Chambéry-Aix-les-Bains. Blaise, je te laisse te présenter. Oui, de bien Blaise, donc je suis médecin responsable pédagogique du bonjour à tous du sud de la France. Ok, donc je reprends la présentation pour l'introduction. Donc déjà, avant de vous présenter les résultats de l'enquête, du coup, comme nous le savons tous, les CESU contribuent à la formation de plus de 200 000 professionnels de santé depuis 40 ans. Ils sont présents du coup lors des situations sanitaires exceptionnelles et notamment dans la crise sanitaire Covid-19. Donc dans ce contexte, les CESU, conformément à leur mission, se sont impliqués pour accompagner les équipes et contribuer à la qualité et la sécurité des soins prodigués aux patients. Pour cela, vous tous, les CESU, vous avez déployé des programmes de formation innovants pour accompagner la réorganisation que nous vivons encore actuellement. Donc, le but de cette enquête, en effet, c'est de montrer et d'évaluer l'activité des CESU au cours de la première vague de l'épidémie sur la période de confinement du 17 mars au 11 mai 2020. Donc, la méthode a été relativement simple. On a utilisé les outils qui sont assez publics finalement, c'est-à-dire Google Forms au début du mois de juin. On a contacté 111 CESU, c'est-à-dire finalement tous les CESU de France. Et puis, on a eu un retour assez rapide. On n'a pas eu besoin de renvoyer une deuxième invitation. On est resté sur la première invitation et vous allez voir les résultats. Donc, autour de 20 questions sur l'activité réelle, sur le nombre de formations, sur le type de public, sur les méthodes et les outils pédagogiques utilisés, sur l'activité tracée et valorisée. Voilà, c'est un peu en résumé les 20 questions qui nous intéressaient. Donc, les résultats. Les résultats, on a 53 réponses sur 5, soit 52% donc, des CESU. Et 83% des CESU de CHU ont répondu. Alors, vous voyez la carte de France avec les petits points bleus. On se rend compte qu'on a une réponse qui est assez homogène sur l'ensemble de la France, plus particulièrement dans la zone Aquitaine. Donc, merci pour les gens plutôt de la partie sud-ouest, mais on verra qu'il y a peut-être aussi des raisons pour cela. Alors, l'impact sur l'activité, 46% d'entre nous ont vu leur activité se réduire de plus de 60%, ce qui est quand même relativement notable. Seuls 11% des CESU ont gardé un volume d'activité identique à la normale. 6% ont augmenté Si on regarde la répartition à l'échelon de la France,
on se rend compte que la zone plutôt finalement ouest a peut-être eu une activité un peu plus soutenue et est restée un peu plus importante. On verra là aussi dans la discussion, il y a probablement des raisons. 63% des CESU ont maintenu une activité, ça veut dire que 37% des CESU qui ont répondu bien sûr à l'enquête ont cessé toute activité. La relation CHU-CAG, on se rend compte que l'impact est la même, quelle que soit l'importance ou la grosseur de l'établissement support. Alors, quelle activité? Pour les CESU qui ont poursuivi donc leur activité, ce qui a nécessité un travail d'ingénierie très important, donc une adaptabilité extrêmement importante. Ces formations concernent principalement les mesures barrières, l'habillage, le déshabillage, la prise en charge de l'arrêt cardiaque ou l'intubation en situation Covid et bien entendu l'accompagnement, l'adaptation des SAMU. Ce qui est intéressant aussi à dire, c'est que la formation répond à une demande de terrain très vite dans l'immédiateté, ce qui fait que 26% ont rencontré des difficultés à tracer leur activité et seulement 15% ont pu valoriser cette activité. Alors, c'est assez intéressant vu qu'aujourd'hui, à cette heure-ci, l'ANFH ne sait plus quoi faire de son argent. Donc, c'est bien dommage qu'on n'ait pas pu, en temps utile et en heure, ça a concerné toutes les catégories finalement professionnelles et on est sorti un petit peu de nos zones de confort, à savoir que les CESU donc, ont largement été sollicités pour former les personnels donc, des établissements de santé, 82% donc, des CESU, et des personnels acteurs de l'urgence au quotidien, c'est-à-dire le public que l'on côtoie tous les jours dans nos services. Plus de 50% donc des CESU de CHU comme de CAG non universitaires ont formé les étudiants en santé, qu'ils soient IFSI et qu'ils soient étudiants en médecine. Ça, c'est aussi une notion aussi importante, c'est-à-dire qu'on n'a pas formé que des professionnels en soins, on a aussi formé ces personnes ressources et on a répondu aux demandes institutionnelles. Il en va de même pour les transporteurs sanitaires ou les ARS. Bien en avant, d'ailleurs, je vois par exemple dans notre région, l'ARS nous a demandé de le faire, on l'a fait, mais les transporteurs ont mis du temps à se mettre à transférer pour une simple raison, c'est qu'ils n'avaient pas les moyens matériels pour pouvoir le faire. Donc, la réponse pour nous a été immédiate. La moitié des CESU se sont mis à disposition des acteurs libéraux, c'est-à-dire qu'on a aussi formé les infirmières libérales, les médecins généralistes dans nos territoires. Une force de frappe qui a été extrêmement efficace, hein, puisque nos 52 CESU ont formé 16 000 agents en 8 semaines seulement. Donc, on voit la réactivité de nos équipes sur le terrain, cette mise à disposition, je dirais, citoyenne, qui en a étonné probablement certains. Bien sûr, ça s'est accompagné par une innovation en pédagogie extrêmement importante, puisqu'il a fallu changer nos programmes. On n'était plus dans notre train-train à FGSU. Il a fallu sortir de nos limites de confort. Et on a pu voir que 53% des CESU donc, interrogés ont produit un outil distanciel, mais ils ne se sont pas aussi résignés et ils ont continué à avoir une activité d'apprentissage en simulation. On le voit dans un bon nombre de cas, que ce soit à la régulation, que ce soit à la prise en charge des détresses vitales. Nos espaces de formation se sont eux aussi adaptés, à savoir que 50% des CESU sont restés ouverts, secrétariat, espace de formation.
pour des activités de formation gérées par d'autres intervenants, comme la mission d'un patient Covid en réanimation, formation des unités d'hygiène hospitalière. Et 10% ont vu leurs locaux affectés à d'autres activités, à savoir des espaces de régulation, des espaces de cellules de crise, des vestiaires, je note les retours, des zones de prélèvement Covid, la gestion des EPI, ou même, pour certains, sont devenus des salles de repos Covid. À noter que 62% des CESU participants à l'enquête ont mis à disposition leur matériel pédagogique et leurs équipements biomédicaux, après bien sûr contrôle et validation. C'est-à-dire que la mobilisation a été pleine et entière. On a vraiment collaboré avec les établissements à disposition, à la fois nos ressources, on l'a vu, en termes de formateurs, mais aussi en termes de moyens et outils pédagogiques. Donc, les CESU ont mutualisé leurs ressources avec d'autres acteurs impliqués aussi, comme les unités d'hygiène hospitalière. La recherche n'a pas été oubliée, puisque 15% vont développer des activités de recherche. Alors, c'est de l'évaluation, c'est des réflexions sur la priorisation des appels, etc. Alors, où est passé le personnel? Eh bien, dans les CESU où l'activité a diminué, le personnel, et en particulier les enseignants CESU, ont été réaffectés à d'autres missions. Cette tendance est retrouvée en moindre mesure dans les CESU de CHU. Pour finir nos résultats, et je laisserai la parole à Séverine, les CESU donc de CHU comme de CH sont plutôt satisfaits de leur engagement au cours de la période de confinement, mais on sent quand même qu'il existe une certaine frustration et on en discutera juste après. À toi, Séverine. Merci. Donc, je reprends la parole, mais Blaise garde la main sur la présentation. Donc, dans la discussion, les CESU ayant répondu à l'enquête ont plutôt rapporté leur engagement dans la crise Covid. Ils sont plutôt satisfaits de leurs actions. Donc, on va voir un petit peu les raisons de la satisfaction, qui sont la reconnaissance institutionnelle. Certains ont pu prendre place au sein de la cellule de crise de l'établissement. Autre élément de satisfaction, d'autres ont bénéficié d'une liberté d'initiative, notamment en matière pédagogique, en matière d'action pédagogique, pardon. Et puis aussi, ils ont pu échanger et mutualiser des outils avec les autres acteurs de la formation. Et puis aussi, raison de la satisfaction, les CESU sont aussi devenus incontournables dans l'environnement hospitalier, mais aussi au-delà de la sphère hospitalière avec une ouverture à la vie. A contrario, on a aussi donc des CESU qui sont moyennement ou pas satisfaits. Et les raisons de cette insatisfaction sont dues alors, à un défaut de communication, un manque de reconnaissance des compétences des CESU. Aussi, dans certains établissements, les équipes en hygiène hospitalière ont assuré l'ensemble des formations, d'où la notion de leadership des cellules d'hygiène, pardon. Et puis aussi, dans les insatisfactions, c'est lié aussi à la double compétence des formateurs qui ont du coup été, à qui on a donné la priorité, bien sûr, pour aller auprès des patients et qui du coup n'ont pas pu faire de formation à ce moment-là. Au niveau de la répartition territoriale, donc nous pouvons voir que les CESU, alors on a vu tout à l'heure, Blaise nous a dit que nous avions formé 16 000 apprenants, donc en 8 semaines, et on peut voir vraiment une différence finalement qu'au niveau de la répartition territoriale, que les CESU issus des régions impactées, où finalement ils ont pris la vague dans les premiers, ont moins formé en quantité que les autres, et bien sûr, à contrario, le personnel des CESU des régions moins impactées ont eu davantage de temps pour anticiper et offrir des offres de formation. Donc là, la différence, elle est nette en fonction du territoire. Au niveau de l'engagement, nous pouvons noter l'engagement des CESU aux côtés des universités, des instituts de formation et de tous les professionnels de santé.
C'est ainsi que donc 50% des CESU qui ont répondu ont formé des étudiants en médecine, des étudiants en soins infirmiers, notamment à la régulation Covid et aux mesures barrières. Les CESU impliqués dans la formation des élèves, des futurs ARM, ont accompagné et encadré les élèves de ces femmes qui parfois ont aussi été rappelés sur leur stage ou rappelés pour venir consolider les équipes de renfort Covid en régulation. Les CESU ont montré qu'ils se situaient donc au carrefour de la ville et de l'hôpital, en formant les acteurs de l'offre de soins des premiers recours, tels que médecins et infirmiers libéraux, mais aussi les cliniques privées et les EHPAD. Aussi, le réseau de transporteurs sanitaires, comme vous a parlé Blaise tout à l'heure, notamment les ambulanciers, a mis en œuvre des procédures pour sécuriser les transports des patients Covid grâce à l'action CESU et du coup sous le contrôle de l'ARS. Donc, pour résumer, les CESU ont dû diversifier leurs activités de formation pour répondre à un besoin urgent de formation imposé par cette situation sanitaire exceptionnelle. Les CESU ont fait preuve d'adaptabilité et de réactivité dans le contexte épidémique Covid. Ces résultats illustrent donc l'implantation et le rôle important des CESU dans le paysage hospitalier au cœur des territoires de soins, en amont et pendant la crise sanitaire. Durant cette crise, donc, les CESU se sont engagés dans des formations nouvelles pour répondre aux besoins spécifiques de lutte contre les risques épidémiques émergents. Nous avons vu que pendant cette première phase de confinement, les formations portaient principalement sur les mesures barrières, l'habillage, le déshabillage, la prise en charge de l'arrêt cardiaque et l'intubation des patients Covid, ainsi que la régulation. Les méthodes pédagogiques étaient variées sous forme d'ateliers procéduraux, de simulations, mais aussi on note vraiment la création de nombreux tutoriels qui sont encore disponibles sur le site de l'ANSESU. Donc ça, ce sont vraiment les résultats de la première enquête. Donc j'espère qu'on va pouvoir en discuter. Et puis aussi, j'ai envie de me poser la question, qu'en est-il de cette deuxième vague? Est-ce que les formations sont les mêmes? Voilà. Et après, du coup, on pourra enchaîner avec la présentation d'Isabelle Bourachia sur un autre type de formation pendant cette crise sanitaire. Merci de votre écoute. Eh bien, merci à vous deux de cette présentation et d'avoir mis au grand jour les résultats de cette enquête. Alors, on n'a pas beaucoup de questions, donc c'est que tout devait être clair, tout est parfait. Tac, 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 que je lise parce qu'elles arrivent maintenant, les questions. Céline, est-ce que tu as récupéré des questions? Je les découvre là, elles tombent maintenant. Il y a une question sur la complexité des rapports entre les équipes d'hygiène et les CESU. Avec, d'après ce que je comprends, le problème de recommandations qui ne seraient pas les mêmes pour les équipes d'hygiène et pour les CESU ou pour la réserve. Je lis en même temps. Ouais, c'était ça en fait. Je ne sais pas si vous avez, enfin si je sais, mais je vous pose la question. Dans cette enquête, est-ce qu'on avait distingué les choses ou pas? Là, il y a des questions sur les relations entre les CESU et les équipes d'hygiène. Pour le dire comme ça très clairement, c'est qui a raison quand les discours ne sont pas tout le temps exactement les mêmes. Et donc, c'est certainement quelques difficultés qu'il y a eu dans certains centres hospitaliers. Je ne sais pas s'il y avait des choses particulières dans l'enquête ou si vous voulez nous en dire un mot, Séverine et Blaise. Oui, enfin, on n'avait pas précisé, l'enquête ne permettait pas d'avoir ces nuances-là. C'est sûr que sur le terrain, le dialogue des fois a été plutôt difficile et c'est la raison pour laquelle dans les commentaires on avait ce problème de leadership. Alors le leadership, est-ce qu'il était sur les procédures, est-ce qu'il était sur la formation? En fait, on n'a pas les informations provenant de l'enquête à cette question-là. Mais c'est sûr qu'il y a eu une concurrence sur le terrain. Oui, après, moi, je vais nuancer un petit peu. Je pense que ça dépend forcément aussi de la relation et de la collaboration qu'on a aussi avec nos équipes d'hygiène hospitalière. C'est vrai qu'on a la chance, nous en tout cas sur Chambéry, d'avoir vraiment une collaboration puisqu'ils font aussi de la simulation, ils viennent au CESU travailler avec nous. Et du coup, je pense qu'il faut prendre plus comme une force, une collaboration bien sûr, sur le partage des procédures. Ils sont aussi organismes de formation. Dans leur mission, ils doivent aussi faire de la formation et on s'est plutôt
voilà, plutôt se porter volontaire et disponible pour les accompagner dans la formation. Je pense qu'il ne faut pas essayer de savoir qui a le leadership ou pas le leadership. Je pense qu'on peut essayer de trouver ensemble. Et l'idée, en effet, c'est de travailler sur la cohérence, en effet, de nos pratiques. Tout à fait. Voilà. Je pense qu'effectivement, c'est ce qu'on s'est dit aussi hier, c'est qu'on aura un demain différent d'un hier, y compris dans la formation, outre le fait qu'on ait peut-être dans certains établissements redécouvert ou découvert les cellules et les équipes d'hygiène. C'est probablement des équipes qu'il faudra associer demain à nos formations de demain pour pouvoir travailler ensemble, puisque on s'aperçoit l'importance qu'elles peuvent avoir dans ce genre de choses. Et ça permet aussi de les associer dans toutes ces annexes SSE, puisqu'elles ont leur place dans plein d'annexes, notamment toutes les annexes SOREL. Très bien, merci à vous deux. Et puis, on fait un petit clin d'œil à Cyril, à James, qui font partie du CA de Lancesu et qui ont aussi travaillé avec vous sur cette enquête et sur la présentation que vous avez fait aujourd'hui. Merci à vous deux. Alors, on voit maintenant la dame en bleu, là, regardez, qui regarde l'écran et qui cherche. Bonjour Isabelle. Donc, on part à Strasbourg, une région pas du tout impactée par la première vague, qui a donc eu le temps de faire plein de choses, et notamment, Isabelle va nous présenter en fait le travail que Lancesu a fait en lien avec le ministère de la Santé sur cette annexe 12, c'est comme ça qu'on l'a appelé, l'annexe supplémentaire qui est sortie cet été, pour laquelle vous avez tous reçu un déroulé pédagogique de base pour pouvoir mettre en place ces formations dans vos structures. Donc, on laisse la parole à Isabelle Borassia, qui est la cadre de santé du CESU 67. Isabelle, et ta robe bleue, c'est à toi. Ah, est déjà parti. Isabelle. Alors, Isabelle, à la technique, c'est toujours un grand moment. Il faut ton micro, Isabelle. Voilà, on ne t'entend pas. Il faut brancher ton micro, la petite chose. Juste en attendant, Isabelle, peut-être un petit mot pour dire que la collaboration avec les hygiénistes, elle a démarré au cours de cette crise à l'échelle nationale entre l'Ancesu et la SF2H, ainsi qu'avec le COREB, mais sur toutes les vidéos qui ont été travaillées, là, ça s'est fait en partenariat avec la SF2H aussi. Alors, Isabelle, nouvel essai? Oui, je croyais que c'est toi qui me donnais le son, c'est pour ça. Alors, merci Gaëlle. Je voulais juste préciser que je ne suis pas cadre. C'est pour, voilà, par respect pour mes collègues qui ont ce titre. Et puis aussi parce que j'ai une certaine fierté à pouvoir encore avoir une activité clinique. C'est pour ça que, en tant qu'infirmière anesthésiste. Tous les cadres participants au webinaire apprécieront. Et par respect pour eux, parce qu'ils ont ce titre. Allez, à toi. Voilà, donc je vous propose un focus sur la formation, des renforts paramédicaux de réanimation. Je vous rappelle les éléments de contexte. Donc, ça n'a échappé à personne, une crise sanitaire en 2 vagues. C'est vrai, on a bien subi la première vague. Donc, en mars, cette première vague a nécessité que de nombreux professionnels, une montée, disons, une augmentation des lits de réanimation avec de nombreux professionnels de santé qui répondent présents afin de renforcer ces équipes. Cette intégration a nécessité une montée en compétences rapide des personnels de renfort. Les initiatives de formation seront diverses à ce moment-là. Il y a 3 niveaux. Le premier niveau est la formation sur le tas, in situ, par les encadrants de réanimation. Le deuxième niveau est la formation in situ par des équipes qui se constituent, mais sur des temps plus informels, comme par exemple des équipes. On avait par exemple à Strasbourg une équipe team décubitus ventral, qui se déployait quand c'était possible au sein des services. On a retrouvé ça aussi dans le bilan des CESU, dans le résultat des bilans des CESU. Et un troisième niveau de formation où, sur un temps plus formel, dans les CESU ou dans des centres de formation dédiés, on a pu déployer, enfin, une formation spécifique a été déployée qui ressemble à ce qui est préconisé là pour la deuxième vague. On va en reparler.
Ces dispositifs ont été de durée variable et ont balayé plusieurs thématiques. Simplement, au niveau national, ils n'ont pas toujours été suffisants, voire même inexistants. C'est ce qu'on a vu dans l'enquête tout à l'heure. À ce moment-là, courant mai, la deuxième vague est déjà pressentie. En juillet, le ministère de la Santé et des Solidarités diffuse via l'ARS à destination de tous les établissements de santé une directive d'organisation prévisionnelle de la deuxième vague qui comprend un volet d'organisation des établissements, mais surtout un volet de formation des professionnels de santé. Ce volet de formation prévoit l'augmentation des effectifs des professionnels de santé compétents en réanimation avec d'une part un complément de formation pour la spécificité Covid-19 disponible en ligne par les sociétés savantes et destiné aux professionnels qui ont déjà une spécialité ou un bagage en réanimation ou en soins d'urgence. D'autre part, la deuxième formation qui est préconisée, c'est une formation de 2 jours organisée par les personnels de réanimation et par les CESU. Donc ça, c'est bien noté dans la fiche de l'ARS, à destination des professionnels novices. Isabelle? Oui. Je ne vais pas mettre de te couper. On n'a pas ton diaporama qui avance. Est-ce que toi, tu le fais avancer? Non, parce que j'en suis toujours… pardon. Oui, je le fais avancer. Oui, voilà. Pardon. Je vous remercie, Isabelle. Pardon. Ce dispositif donc, devient prioritaire dans le plan de formation des établissements de santé au même titre que les formations aux gestes et soins d'urgence. En septembre, l'ANSESU souhaite apporter son soutien au CESU en proposant le fameux déroulé pédagogique, d'autant plus que dans le cadre réglementaire, il est stipulé que cette formation a pour vocation d'être pérennisée et doit devenir un module supplémentaire de la FGSU spécialisée SSE. Dans ce cadre, ces 2 jours de formation deviennent éligibles au DPC au même titre que les 9 autres modules de la FGSU SSE. Je vous rappelle les annexes 3 à 11 de l'arrêté de juillet 2019. Alors, ce déroulé pédagogique, il est proposé et conçu de manière très générique pour pouvoir être adaptable au contexte de chaque établissement. En effet, on doit répondre à plusieurs questions, c'est-à-dire que lorsqu'on va déployer notre formation, quel va être le public ciblé? Est-ce que ce seront tous des volontaires? Est-ce que ce seront des volontaires qui auront déjà eu une expérience au cours de la première vague, auquel cas il va falloir transformer leur expérience en quelque chose d'un peu plus pérenne et consistant. On le voit, certains des personnels inscrits ont un premier vécu, mais souhaitent approfondir leurs connaissances et bien poser tout ça. Donc, c'est les questions qui se posent et ce déroulé pédagogique est adaptable pour ça. Autre chose, par rapport à ce public, à quelle destination de renfort il va être finalement, comment va être organisé ce renfort? Est-ce que les renforts vont renforcer dans leur propre établissement, dans les réanimations qu'ils connaissent déjà? Est-ce que ça va être des équipes qui vont renforcer dans d'autres établissements? Je pense aux équipes des cliniques privées, par exemple, qui sont venues renforcer dans les CHU. Donc voilà, c'est des questions à se poser parce qu'après, à voir comment on peut organiser les choses. Est-ce qu'il va falloir déployer la formation plutôt in situ pour accueillir les gens dans un environnement qu'ils vont découvrir, ou est-ce qu'on le fait dans un centre de simulation, etc. Donc, ce déroulé pédagogique permet toutes ces modalités. Alors, il propose aussi qu'une préparation conjointe, comme c'est préconisé de toute façon dans la fiche de l'ARS avec les équipes de réanimation,
et une co-animation interprofessionnelle entre les médecins et les infirmiers. Des infirmiers formateurs ou non formateurs. À Strasbourg, par exemple, on a un pool de formateurs d'IDE-DREA qui est un peu moins important, par exemple ceux du SAMU. Et donc, on a souhaité s'appuyer sur les IDE de tuteurs qui ont encadré in situ au moment de la première vague et les faire participer à la formation. Pour ce faire, on a proposé une sensibilisation au principe pédagogique, au principe de pédagogie active sur une demi-journée. Mais c'était vraiment un souhait de faire participer ces équipes qui étaient en première ligne à la première vague. Alors, ce déroulé pédagogique, vous avez pu le découvrir, il comprend des principes de pédagogie active, évidemment. Et avec une annonce des objectifs, le recueil des attentes et des connaissances antérieures, une adaptation du programme au public, des synthèses, des réactivations de mémoire, une évaluation. Voilà. Les techniques pédagogiques proposées sont la simulation, les simulations procédurales, les ateliers, les vignettes cliniques. Voilà. Je vous propose quelques exemples, sachant que le contenu est adapté pour une intégration facile et rapide en réanimation. Donc, au niveau des simulations procédurales, on propose des ateliers de manipulation des lignes de pression, de perfusion, des pousseringues de catécholamine, la gestion des dispositifs d'oxygénation non invasifs, l'aide à l'intubation, plus ou moins difficile, la gestion du respirateur, des réglages et des alarmes, les prélèvements dans les voies aériennes, que ce soit les prélèvements protégés, les aspirations protégées, etc., et le décubitus ventral. Alors, ces contenus ont fait l'objet, au moment du groupe de travail de l'ANSESU, ont fait l'objet d'une analyse de ce qui avait été proposé au moment de la première vague et qui avait été utile, de ce qui avait été finalement, ce qui avait été efficace, et d'une analyse aussi des besoins pour la deuxième vague au regard de l'enquête, puisque les contenus préconisés par la fiche de l'ARS sont très, très étendus. Donc, on a fait un choix volontaire. Concernant les simulations pleine échelle, on propose donc l'admission d'un patient en réanimation, l'induction du patient et son intubation et la prise en charge du patient en arrêt cardio-respiratoire. Concernant les vignettes cliniques, voilà, c'est la surveillance du patient en SDRA sous ventilation invasive ou non invasive, la surveillance du patient intubé avec sédation ou sans sédation et la surveillance hémodynamique et les traitements par catécholamine. Cette formation est modulable, c'est-à-dire qu'elle est préconisée sur 14 heures minimum. Alors, on peut y ajouter des compléments, évidemment. Certains des CESU de France proposent une journée supplémentaire en simulation, par exemple, ou des journées d'immersion en réanimation. Elle est modulable aussi dans son format, c'est-à-dire que et avec le déroulé qu'on propose, on peut la fractionner, par exemple, en plusieurs demi-journées sur 3h30 ou en 2 jours à distance. In situ ou dans un centre de simulation, puisque en fonction des publics et des objectifs de la formation, en fonction aussi des capacités logistiques de l'établissement ou des CESU, on va pouvoir adapter le déroulé à ces différentes modalités. Alors, pour finir, il se trouve qu'en ayant déployé cette formation à Strasbourg, on s'est rendu compte de bénéfices secondaires à, bien sûr, ceux qu'on connaît dans les CESU, c'est-à-dire
la satisfaction des participants, la plus-value, etc. Donc là, les bénéfices secondaires, ils ont été au niveau de la reconnaissance de certaines équipes pour qui ce n'était pas forcément évident, de réanimation, notamment des compétences organisationnelles et pédagogiques des CESU. Non seulement par rapport à l'organisation de la formation, mais aussi parce qu'on s'est investi dans ce travail collaboratif interprofessionnel entre les différentes équipes des différentes réanimations, les IDE tuteurs et les formateurs CESU. Et de ce fait, on a aussi eu une émergence de vocation de formateurs CESU avec une envie de devenir formateur de la part des IDE qui ne connaissaient pas encore cette activité ou de loin. Voilà, pour finir, je vous remercie de votre attention et pour finir ce topo, je vous propose une illustration avec quelques images des formations qui ont été déployées à Strasbourg à travers une vidéo de quelques minutes. Merci. Merci Isabelle, on va donc lancer la vidéo. Voilà. Déjà vécu la première vague, où on nous envoyait des infirmières qui venaient du service conventionnel et qui finalement découvraient des sondes d'intubation, découvraient des respirateurs, ne savaient pas en fait ce que les alarmes voulaient dire. Il y a eu une belle mobilisation des équipes paramédicales et médicales de médecine intensive réanimation et de réanimation chirurgicale. Ils ont tous répondu présent pour former ces volontaires à la prise en charge spécifique qu'est la réanimation et à la prise en charge des patients Covid. Au cours des cours de ces 4 modules, de manière séquencée, ils vont finalement découvrir à quoi ressemble véritablement un patient de réanimation. Alors, on n'a pas l'image. Là non plus. Déjà vécu la première vague, où on nous envoyait des infirmières qui venaient du service conventionnel et qui finalement découvraient des sondes d'intubation, découvraient des respirateurs, ne savaient pas en fait ce que les alarmes voulaient dire. Il y a eu une belle mobilisation des équipes paramédicales et médicales de médecine intensive réanimation et de réanimation chirurgicale. Ils ont tous répondu présent pour former ces volontaires à la prise en charge spécifique qu'est la réanimation et à la prise en charge des patients Covid. Au cours des cours de ces 4 modules, de manière séquencée, ils vont finalement découvrir à quoi ressemble véritablement un patient de réanimation. Nous avons voulu également co-animer cette formation avec le personnel du terrain, ce même personnel en fait qui était là pendant la première vague et qui a accueilli le renfort infirmier et qui a dû le former sur le terrain dans des conditions difficiles pendant la première vague. Grâce à ça, on a pu dégager vraiment les attentes du personnel, les attentes en termes de gestes, en termes de connaissances. On a pu donc proposer aux apprenants comment installer un patient dans un box de réanimation, retravailler l'arrêt cardiaque, revoir la pose de cathéter et bien d'autres gestes. Nous avons décidé de couper cette formation en 4 après-midi afin de laisser les personnels dans les équipes
Souvent, ces personnes venaient après leur poste du matin, ce qui permettait en fait de laisser les équipes pleines. Alors ça faisait des grosses journées pour eux, effectivement, mais il y avait quand même cette volonté d'apprendre, cette volonté de se former. Ben voilà, c'était fini un peu plus rapide que prévu. Merci Isabelle, merci au 67 pour cette vidéo et pour cette présentation. Donc dans les messages qu'on a, on a eu pas mal de commentaires de gens qui ont mis en place cette formation à droite, à gauche en France. Hein, comme on le disait tout à l'heure avec Jean-Marc, Philippe, je ne sais pas si vous étiez tous là au début. Il y en a, le compteur monte, donc c'est comme au Téléthon. Donc il y a plein de monde qui nous ont rejoints. On disait que cette formation, elle allait bien entendu être pérennisée. Jean-Marc, je ne sais pas si tu es toujours là et si tu veux réintervenir, et de pouvoir préparer la suite. Et donc, cette fameuse annexe 12, même si elle n'est encore pas écrite comme ça, vraiment dans la loi, c'est en tout cas comme ça qu'on l'appelle. Et pour tous les CESU qui n'ont pas eu le temps de la mettre en place, eh bien, ça n'est que partie remise et c'est maintenant qu'il faut le faire. En tout cas, on va beaucoup insister, nous, en CESU, pour qu'on puisse mettre en place cette formation partout en France et qu'elle fasse partie de toutes ces annexes et SSE du texte de 2019. Céline, est-ce que tu as récupéré une question ou Oui, alors plus qu'une question, il y a eu plusieurs remarques sur la durée de la formation. Effectivement, 14 heures, ça semble court quand on voit tout ce qu'il faut y mettre et tous les objectifs de la formation. Peut-être Isabelle, tu veux en dire un mot? Oui, alors effectivement, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a été sollicité en tant que CESU et en tant que spécialiste de la formation courte. Il faut cibler les points clés, il faut cibler les besoins et ce n'est pas pour remplacer, ça ne vaudra jamais la compétence d'une infirmière de réa après un certain nombre de semaines, voire de mois d'expérience, mais c'est toujours mieux que rien et ça suffit pour dégrossir la chose. On parlait de rassurer aussi les équipes, de les mettre dans un contexte qui facilite quand même l'intégration. Et donc, c'est ça. Ça a été tout le travail de se dérouler, c'était vraiment de cibler les contenus et après, pour le travail de fond, de cibler les messages clés avec les IDE tuteurs et les réanimateurs. Peut-être on peut insister sur deux points. D'une part, le fait que c'est une formation qui doit absolument se faire en collaboration avec les réanimateurs. Je pense que la compétence réanimation, c'est eux qui l'ont et que nous, on apporte notre expertise pédagogique en fait. L'autre point, c'est que la formation de 14 heures, elle ne se suffit pas à elle-même et qu'elle doit s'accompagner, elle doit rentrer dans le cadre d'un parcours de formation qui s'accompagne d'un tutorat et donc d'un accompagnement sur le terrain, en plus de cette formation, bien sûr. Et c'est dans la dernière recommandation ARS, on va dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est un des éléments du parcours de formation avec éventuellement de la formation distancielle à partir des documents et des supports qui ont été fournis par les sociétés savantes de réanimation, et puis l'accompagnement sur le terrain, quoi. Et comme par exemple, on a un témoignage là, qui nous explique que c'est une base et que c'est Marseille aussi qui a pu faire d'autres choses autour. Donc, ça peut être également comme ça partout, hein, c'est-à-dire ce sont 2 modules de base qui ensuite, en fonction de vos régions, en fonction de vos établissements, eh bien, de pouvoir faire plus que ces 14 heures, de pouvoir refaire des jours de simulation pure. Voilà, donc c'est vraiment 2 jours de base, mais qui nous permettent à tous en France d'avoir un socle commun et de parler de la même chose pour cette formation. Il y avait une question sur la formation des personnels médicaux. Je vois une question de Nicolas Decrouy qui posait la question de savoir s'il y avait eu de la formation de personnels médicaux pour les USC. Après, Alors,
la note de cadrage de la formation précise que c'est pour le personnel et les professionnels de renfort. Donc, ça peut être n'importe quel type de personnel, jusqu'aux personnels médicaux. Nous, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin surtout au niveau des paramédicaux et on l'a déployé pour les paramédicaux, mais elle est tout à fait adaptable aux personnels autres, médicaux ou administratifs, s'il y a un besoin quelconque. Très bien. Peut-être que d'autres CESU ont travaillé avec des publics médicaux. Là, on n'a pas de témoignage là-dessus. Et par contre, quelque chose qui peut être intéressant, il y a un témoignage du CESU 06 qui nous disent qu'ils ont mis en suivi, un suivi en ligne en fait, à la suite de cette formation, avec un espace dédié, possibilité de répondre à des questions, de fournir des tutos vidéo, des questions ciblées, de fournir des mises à jour. Donc voilà, et ce qu'on vous représentera à nouveau à la fin de ce webinaire, c'est que vous avez tous un site dédié de CESU. Pour ceux qui disent que c'est compliqué d'avoir un site dédié, via le site de l'Ancesu, vous avez un site à vous, CESU X, et donc sur laquelle vous pouvez mettre toutes les vidéos que vous voulez de votre CESU. Et vous pouvez aussi demander à vos apprenants d'aller sur ce site pour pouvoir faire exactement ce qu'a fait le site, le CESU 06, et bravo à eux. Merci à vous. On va s'arrêter là pour ce premier module. Merci Isabelle, merci Séverine, merci Blaise. Donc, vous allez disparaître et réapparaître tout à l'heure. Voilà. Et donc, on va passer à une autre partie avec… et merci Jean-Marc, pardon. On va te libérer cette fois-ci. Encore une fois, mille merci. Et à très bientôt, probablement à Bordeaux à la fin de l'année 2021. On en reparlera tout à l'heure pour notre congrès.